Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette masterclass intitulée Le capital humain au cœur de la performance de l'entreprise, proposée par BPI France Université. BPI France Université, c'est une offre de formation en présentiel et en digital pour les dirigeants de PME et ETI. N'hésitez pas à aller voir sur notre site bpifrance-université.fr. Au niveau de l'organisation, donc je vais laisser la parole à Suzanne qui va vous faire sa présentation, à peu près 25-30 minutes, et puis ensuite nous aurons un temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup Pauline. Je suis très heureuse d'animer cette session le capital humain au cœur de la performance de l'entreprise, ou comment attirer, engager, fidéliser les talents dont vous avez besoin. Et c'est vrai que ce sujet, c'est un sujet d'une actualité absolument brûlante. Et je me réfère à une étude qui a été conduite en 2020 par le Lab de BPI France et qui révèle que 6 PME ETI sur 10 ont des pénuries de talents. Et pour la moitié d'entre elles, ces pénuries sont un frein à leur développement. Cette étude révèle également que 83% des PME ETI déclarent avoir des difficultés de recrutement et que 42% d'entre elles sont confrontées à des fuites de talents, de compétences clés. Et c'est vrai que sur le terrain, j'observe vraiment une tension sur ce sujet du capital humain avec des chefs d'entreprise qui sont justement véritablement en tension sur cette thématique. Je m'appelle Suzanne Lafont, je fais partie du réseau EOS, qui est un réseau de coopération multidisciplinaire d'experts indépendants au service de la transformation des entreprises. Et pour me présenter, j'ai choisi 3 mots. 15, déclic et histoire. 15, parce que ça fait 15 ans que j'accompagne les entreprises au cœur de leur développement, notamment via le développement du capital humain, parce que mon sujet, c'est l'entreprise à impact positif, c'est-à-dire l'entreprise qui est capable de développer à la fois, de réconcilier le développement du capital financier, du capital humain et du capital environnemental. Donc, ça pose la question évidemment de la compatibilité des activités de l'entreprise avec la société et le vivant. Et si on rassemble tout ça, eh bien mon métier, c'est tout simplement la pérennité de l'entreprise. Et il n'y a pas de pérennité d'entreprise sans un capital humain engagé, soudé, motivé et motivant. Déclic, c'est parce que c'est ce que je cherche à provoquer au sein des organisations que j'accompagne pour les remettre en mouvement et leur permettre de trouver leur chemin singulier. C'est aussi le nom de mon agence, l'agence Déclic. Alors un déclic un petit peu particulier, un déclic avec un K au milieu, D-E-K-L-I-C. Et puis, histoire. Alors pourquoi histoire ? Parce que de mon point de vue, une entreprise, c'est une histoire qui s'écrit. C'est une grande aventure. Et d'ailleurs, on devient souvent entrepreneur parce qu'on a ce goût pour l'aventure. Mais cette aventure que vous proposez à vos collaborateurs, est-ce que vous la connaissez vraiment ? Est-ce que vous savez quelle histoire vous êtes en train d'écrire là, tous ensemble ? Et cette question, c'est pas une question anodine, et c'est avec cette question-là que nous entrons au cœur de la masterclass. Parce que sur le terrain, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas de capital humain capable de créer de la valeur dans la durée s'il n'y a pas une histoire qui le rassemble. Et quand je dis une histoire, c'est votre histoire, celle que vous vous racontez. Cette histoire qui explique votre passé, qui éclaire l'avenir. Cette histoire au cœur de laquelle se loge votre raison d'être, le sens de ce que vous faites. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut embarquer dans la durée des talents si on n'a pas du sens à leur offrir ? Est-ce qu'on peut attirer des nouveaux talents si on n'a pas du sens à offrir ? Mais une histoire, c'est plus qu'une pourvoyeuse de sens. Une histoire, c'est aussi un outil absolument formidable pour faciliter la coopération à grande échelle, la coopération dans la durée et l'ingéniosité.
Et je vais vraiment axer ma masterclass sur ce volet-là, le volet des histoires, parce que de mon point de vue, il est absolument clé. Et puis après tout, une masterclass, c'est un petit peu aussi sortir des sentiers battus. Pour commencer, pour ouvrir nos perspectives et peut-être vraiment pour ancrer cette importance et cette clé que sont les histoires, je voudrais vous proposer un pas de côté. Alors pas un petit pas de côté, parce que le pas de côté que je vous propose, c'est un pas de 70 000 ans. 70 000 ans, parce qu'il y a 70 000 ans, notre espèce connaît une révolution, la révolution cognitive. Avec cette révolution, cela va métamorphoser complètement nos modes de communication, c'est-à-dire nos façons d'interagir les uns avec les autres et de nous transmettre de l'information. On passe d'une façon de transmettre de l'information très factuelle, à l'instant présent, à un mode de transmission de l'information teinté de notre sensibilité subjective, où on va aller donner du sens au présent pour construire un futur. Alors, je vais essayer de clarifier en imaginant ce qu'on pouvait se raconter il y a 70 000 ans. Alors, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas paléontologue, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais pour clarifier mon point, on pourrait se dire qu'avant la révolution cognitive, on est transmission de l'information dans l'instant présent et de l'information très factuelle. Donc, ça pourrait donner, par exemple... attention, tigre à dents de sabre en approche, ou un troupeau d'aurochs est arrivé dans la prairie, ou l'arbre qui porte des fruits au bord de la rivière a des fruits qui sont maintenant bons à manger. Après la révolution cognitive, donc je teinte de ma subjectivité, je mets du sens dans le présent pour éclairer l'avenir. Ça pourrait donner ce matin, je suis allée au bord de la rivière et j'ai vu l'arbre chargé de fruits. Et ces fruits, ils n'étaient pas comme d'habitude, ils étaient beaucoup plus énormes, des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Et j'en ai goûté un. Et quand je l'ai goûté, j'ai senti en moi venir une force nouvelle. Et j'ai compris que ces fruits pouvaient me donner la force de lutter contre les maladies. Avec ces fruits, notre peuple va pouvoir lutter contre toutes ces maladies. Et pour ça, eh bien, pour que cet arbre continue à nous pourvoir en fruits, il va falloir prendre soin de lui. Le temps des histoires a commencé. Et avec le temps des histoires, l'incroyable expansion de notre espèce qui va repousser les limites de sa condition pour le meilleur et pour le pire. Moi, je suis toujours fascinée quand je découvre que le début du peuplement de l'Australie, c'est il y a 45 000 ans. Mais quelle est l'histoire que nos ancêtres ont bien pu se raconter pour oser s'aventurer sur l'océan? Combien de tentatives? Combien ne sont jamais revenus? Combien peut-être même se sont noyés là sous nos yeux avant de dépasser la ligne de l'horizon? Combien de trésors d'ingéniosité pour imaginer, concevoir, créer ces embarcations capables de flotter puis de nous porter sur quelques mètres, quelques kilomètres, quelques heures, quelques jours, quelques mois, jusqu'à ce que on croise, voilà, les rivages de l'Australie, ce continent perdu au milieu de nulle part. Il y a un historien israélien, Yuval Noah Harari, dans Sapiens, qui a écrit Sapiens, et dans Sapiens, il documente vraiment cette qualité très spécifique que nous avons, nous les humains, cette capacité à créer de la fiction. Et pour le paraphraser, il dit « Toutes les grandes réalisations humaines, que ce soit la construction des pyramides, que ce soit la conquête de la Lune. » Et moi, parenthèse, je place l'entrepreneuriat et ses réalisations dans les grandes réalisations humaines. Toutes ces grandes réalisations humaines sont faites de trésors d'ingéniosité, de collaboration massive, ancrées dans des histoires, dans des mythologies. Sincèrement, il y a 70 000 ans, j'aurais regardé notre espèce, j'aurais jamais misé sur elle. On n'a pas de griffes, on n'a pas de crocs, on n'a pas de fourrure, on court pas vite, on ne sait pas grimper aux arbres, on ne sait pas s'enfouir dans la terre en quelques secondes. Et pourtant, nous sommes l'espèce capable d'aller au fond des mers, de naviguer sur les flots, d'aller au sommet des montagnes, de voyager dans les airs et de voyager même dans l'espace. Et c'est ça la puissance des histoires. Pour revenir
aujourd'hui, à nous, notre réalité d'entrepreneur, déjà vous dire que sur le terrain, j'observe une véritable fracture entre les entreprises qui ne se racontent pas d'histoire, qui sont des entreprises souvent qui cherchent un nouveau souffle, qui ont du mal à se réinventer, qui ont du mal à opérer le virage qu'il faudrait pourtant qu'elles opèrent, qui ont du mal à stabiliser leurs effectifs, qui ont du mal à attirer des nouveaux talents. Une véritable fracture avec celles qui se racontent une histoire et qui, elles, sont pleines de vitalité, sont pleines de vivacité, sont extrêmement fidélisantes et attirent des talents, évidemment, dès lors qu'elles sont capables de se faire identifier. Et pour illustrer mon point, je voudrais vous donner un exemple concret d'une PME. On est sur un format de PME d'une centaine de collaborateurs. On est dans le bâtiment, dans le nettoyage. Alors, on n'est pas dans le secteur attractif par excellence. Je ne sais pas combien parmi vous se disaient enfant, moi, je veux travailler plus tard dans le bâtiment, dans le nettoyage. Et je ne sais pas combien, là, parmi vous se disent, s'il y a vraiment un rêve là que je voudrais accomplir, c'est travailler dans le bâtiment, dans le nettoyage. C'est le secteur de cette entreprise, dans le bâtiment, dans le nettoyage, et elle est spécialisée dans le nettoyage de graffiti. Mais cette entreprise-là, elle ne va jamais se limiter à être une entreprise de nettoyage de graffiti. Ce n'est pas du tout ça, l'histoire qu'elle se raconte. Elle, ce qu'elle se raconte, c'est qu'elle participe à la revitalisation de quartiers dégradés en revalorisant le patrimoine immobilier. Elle change le destin des habitants grâce au nettoyage de façade des bâtiments. Elle est vraiment transformatrice de destin et c'est vrai. Factuellement, quand on commence à enlever tous les graffitis dans un quartier, il y a une perception du niveau de sécurité qui augmente, on recommence à aller venir, on recommence à traverser le quartier et on recommence à oser se poser là si jamais il y a un petit restaurant ou un petit café. D'engager son métier de cette façon-là a créé des relations tout à fait singulières et inattendues. C'est-à-dire qu'elle est entrée en relation avec des urbanistes, des architectes, des sociologues. Elle s'est retrouvée invitée à des colloques de réflexion, des tables rondes sur le futur de la ville, sur le futur des quartiers. Et de jeunes diplômés sont venus, intéressés par le projet qu'elle proposait, demander s'il n'y avait pas une place pour eux là, dans l'entreprise. Les agents d'entretien, eux, ne se vivaient pas comme de simples agents d'entretien. Eux, ils transformaient la vie des quartiers. Alors, c'est quoi le résultat ? Eh bien, ils étaient ponctuels. Les tenues étaient absolument impeccables parce que c'était une entreprise qui vraiment marketait énormément les interventions. Les véhicules étaient propres, en bon état. On avait des interactions sur le terrain avec les habitants qui étaient des interactions de qualité, des interactions avec les clients qui venaient voir, évidemment, la réalisation des travaux, interactions de qualité. Pas d'accident du travail, consignes de sécurité respectées, très très peu d'arrêt maladie. Et puis un foisonnement d'idées pour améliorer la prestation, pour être encore plus performant, plus rapide, plus pratique, que ces agents s'échangeaient entre eux. Et on avait une entreprise avec véritablement une innovation continue. Là où c'est très intéressant aussi, c'est quand l'entreprise, parce qu'elle avait de nouveaux marchés, avait besoin de croître et de trouver de nouveaux talents, ce sont ces agents eux-mêmes qui allaient les chercher. C'est-à-dire que ces agents eux-mêmes s'étaient transformés en agences de recrutement et ils rabattaient pas n'importe qui vers l'entreprise. Point intéressant, c'est que cette entreprise a fini par être vendue. Elle a été vendue à un primo-entrepreneur qui était soutenu par des business angels et un primo-entrepreneur qui venait du monde de la gestion. Et il s'est attaqué vraiment à ce volet-là de la gestion. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal de fuites de productivité, pas mal de choses à améliorer dans la structure. Seulement, voilà, 2 ans et demi après. 2 ans et demi après, c'était le temps de réalisation d'un certain nombre d'appels d'offres qui avaient été signés avant la vente. Aucun des appels d'offres n'a été renouvelé. Et il ne risquait pas d'être renouvelé parce que les talents clés, que ce soit chez les cadres ou chez les agents, n'étaient plus là. Et pourquoi ? Parce que l'histoire n'existait plus. On ne se racontait plus d'histoire. Cette entreprise était devenue une entreprise dans le bâtiment, de nettoyage,
de façade, une entreprise de nettoyage en fait industriel. Et donc son combat est devenu celui de la compétitivité sur les prix en tentant de maintenir comme elle le pouvait ses marges. Voilà, j'espère qu'avec cet exemple, je vous illustre vraiment à quel point l'histoire que vous racontez est un facteur de sens, un facteur qui éclaire l'avenir, qui éclaire le cap et qui permet de rassembler les équipes. C'est la façon vraiment de comprendre à quoi on participe. On a besoin, nous les humains, depuis cette révolution cognitive, on a besoin de participer à quelque chose de grand et de savoir comment se placer dans ce quelque chose de plus grand que nous, qui est un destin que nous écrivons ensemble. Et plus votre secteur d'activité manque de désirabilité, plus il est urgent et important de construire votre histoire. Alors un deuxième point que je voudrais aborder, parce que c'est vraiment le pendant, c'est évidemment cette histoire dont je vous parle, c'est une histoire qu'il va falloir vivre. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, qu'on écrit sur le site internet et qu'on oublie. C'est vraiment une histoire à vivre et que vous allez décliner ensuite sous la forme d'un certain nombre d'objectifs à atteindre, de direction stratégique. Et cette histoire, il va falloir aussi la vivre avec toute votre singularité, tout votre ADN. Et là encore, il y a une clé de fidélisation et une clé d'attractivité. Et la façon de faire vivre votre singularité et votre ADN, eh bien, c'est l'outil des valeurs en action. Donc vous comprenez bien que quand je dis en action, ça veut dire on fait ce qu'on dit. Et valeur, qu'est-ce que j'entends par valeur ? Pour vous le dire, j'ai envie d'abord de dire ce que je n'entends pas par valeur. Je n'entends pas par valeur une liste de mots tendance dans l'air du temps qu'on a inscrite quelque part sur son site internet. J'entends par valeur des qualités qui vous sont propres. Des qualités qui racontent votre façon d'être au monde. Des qualités qui font que quand on est chez vous, on sait qu'on n'est pas chez le confrère, même si vous êtes tous les deux des fabricants de boulons. Des qualités que vous voudriez toujours voir présentes, que vous ne voudriez jamais perdre, même si votre entreprise doit se métamorphoser en termes de croissance, de nombre d'effectifs, en termes de virage qu'elle va opérer. Ces qualités, ces valeurs, 2, 4, en général, c'est le bon chiffre. 6 à ne pas dépasser. Ça pourrait être par exemple convivialité, exigence, goût de la performance et solidarité. Alors évidemment, là ce sont que des mots, il va falloir leur donner de la chair et puis les investir, les faire vivre au sein de votre entreprise. Et vous allez surtout en faire les piliers de votre culture d'entreprise. Et une culture d'entreprise, c'est le ciment, c'est ce qui va vraiment cimenter les relations entre les personnes. Ce sont les points d'accord qui font qu'on va pouvoir collaborer ensemble. Cette culture d'entreprise et ces valeurs que vous allez vraiment travailler, incarner, elles vont aussi limiter les erreurs de recrutement. Parce qu'on pense souvent au savoir-faire, les compétences, le savoir-être aussi, les qualités managériales, etc. Mais on oublie souvent de checker qu'on est OK sur les valeurs. Et vous pouvez avoir quelqu'un très très bon au niveau des compétences, du savoir-faire, d'ailleurs qui a le goût de la performance, qui est quelqu'un de très exigeant et pourtant depuis qu'il est là, on voit bien que ça ne va pas, il y a des tensions, il y a des dysfonctionnements, ça ne va plus là où ça allait avant et puis il y a même des arrêts maladie qui se placent et puis il y a même des gens qui partent du jour au lendemain sans crier gare et ce n'est pas vraiment ce que vous auriez voulu voir partir. Et bien peut-être que cette personne-là, elle n'était pas au clair sur convivialité et sur solidarité. Elle n'était peut-être pas au clair que dans sa feuille de route, il y a aussi produire de la convivialité et produire de la solidarité. Donc ces valeurs-là, ces éléments, faciliter, limiter les erreurs de recrutement, on va dire, faciliter l'intégration des nouvelles recrues. Et si jamais vous êtes dans une explosion de recrutement, soit en intégrant de nouvelles recrues en interne, soit parce que vous faites une croissance externe, vous n'allez pas exploser en vol parce que vous n'allez pas perdre qui vous êtes, ce qui est souvent
le point un petit peu critique quand on est en grande expansion. Donc c'est tout ça ce que permettent les valeurs. Donc je vais m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour les questions, parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans les masterclass, c'est qu'on peut interagir, mais un capital humain créateur de valeur dans la durée, fidèle et qui attire d'autres talents, c'est un capital humain soudé par une histoire qui lui donne son sens et soudé par des valeurs qui lui permettent de savoir qui il est et comment il engage tout ça. Et évidemment, ça va demander un peu de travail, hein. Il va falloir savoir faire vivre ces éléments-là au sein de votre organisation. Évidemment, savoir les donner à voir à l'extérieur pour rayonner et avoir toute cette attractivité. Voilà pour les deux fondamentaux que je voulais vraiment vous transmettre. Là, je me tourne du coup vers Pauline, voir s'il y a des questions. On commence à avoir quelques questions dans le chat. Donc, première question, l'histoire de l'entreprise correspond-elle à l'esprit de l'entreprise à insuffler quotidiennement ? En fait, l'histoire de l'entreprise, ça va être vraiment votre façon de raconter ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Et son esprit, pour moi, va plus s'apparenter aux valeurs, à la façon, les valeurs vont définir la façon dont on va être finalement en relation. Je donne un exemple peut-être sur une entreprise qu'on connaît tous, Encyclopédie Universalis, qui finalement est une émanation de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, donc une héritière du siècle des Lumières, et dont l'histoire aurait pu être d'être vraiment dans transmettre la connaissance pour lutter contre l'ignorance et l'obscurantisme. Voilà. Et à partir de là, il y a 1001 chemins. Et si Encyclopédie Universalis avait tenu cette histoire et avait su la faire vivre, elle aurait très tranquillement ensuite circulé avec le CD-ROM, Internet, etc. Donc c'est ça l'histoire. L'histoire, ça explique votre passé et ça éclaire le futur, ça raconte qui vous voulez devenir. Et ensuite, les valeurs, ça raconte votre style. Ce fameux souffle dont vous parlez. Par exemple, si on est dans la grande aventure des moteurs de recherche, où finalement l'histoire c'est quoi ? C'est de dire que n'importe qui a besoin d'une information à un moment donné trouvera son information. Eh ben, si vous êtes Ecosia qui place au cœur l'écologie et l'éthique, ce ne sera pas la même que chez Google. Il n'y aura pas le même souffle à l'intérieur, il n'y aura pas la même façon d'interagir, il n'y aura pas il y aura pas le même esprit. Donc c'est vraiment deux choses, hein, histoire et souffle, et les deux vont ensemble. Alors, j'espère que je réponds à la question, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas là pour que je puisse checker. Merci. Deuxième question, quel conseil donneriez-vous à une jeune start-up afin d'attirer de nouveaux talents, mais aussi afin de stimuler son équipe ? Donc je crois que vous avez déjà partiellement répondu, mais si on peut redévelopper un peu. Oui. Et puis peut-être aussi, alors je ne sais pas ce que fait votre start-up et comment vous l'avez créée, mais moi j'ai un exemple là en tête d'une start-up qui s'était créée par opportunisme. Et c'est très bien l'opportunisme, hein. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part, c'est-à-dire qu'elle a vu un trou dans la raquette, un service qui n'était pas rendu. En gros, vous êtes en voiture, vous cherchez une place de parking et vous n'en trouvez pas, alors qu'il y a des gens qui ont des places de parking qui sont libres parce que eux, la journée, ils travaillent. Et elle s'est dit, en fait, il faudrait qu'on mette en relation ceux qui cherchent des places et puis ceux qui ont des places de parking à pourvoir. Elle s'est lancée là-dedans, elle a vraiment bien réussi. À un moment donné, elle est arrivée au bout d'un marché qui, somme toute, était un marché de niche. Et elle s'est dit, mais moi, j'en ai encore sous le pied, quoi. J'ai encore des choses à faire. J'ai besoin d'expansion. Alors tout le monde lui disait, il faut s'internationaliser. Mais elle se disait, non, c'est pas m'internationaliser. C'est pas ça que je veux, c'est autre chose, mais je sais pas quoi. Et en fait, ce je sais pas quoi, c'était parce qu'elle ne savait pas à quelle histoire elle participait. Elle avait fait un premier pas, elle avait avancé, elle avait ouvert un chemin, mais quel était ce chemin ? Et ce qu'on a fait, alors là, ça dépend de la taille de votre start-up. Là, c'était une start-up, on était sur une 30aine de personnes. On a décidé de travailler tous ensemble et on s'est dit, OK, maintenant qu'on est là, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on a ouvert comme chemin et quelles sont les histoires qui sont possibles d'écrire ? Est-ce qu'on est en train d'écrire une histoire d'une entreprise qui finalement met en relation des personnes qui ont des besoins avec des personnes qui ont des espaces vacants ? Et après, ça peut être les caves à vin, les caves, les combles, les places de parking, etc. Ou est-ce que finalement, comme on est avec ces voitures qui sont plus en train de tourner des kilomètres pour essayer de trouver une place de parking, on est des acteurs de l'écologie et de limiter les gaz à effet de serre ?
Et dans ce cas-là, ça ouvre un tout autre champ autour de la mobilité vertueuse. Où est-ce qu'on est? Parce que parmi nos clients, finalement, il y a des bailleurs sociaux avec des parcs entiers de parking et on met en relation, en fait, ceux qui ont ces parkings et qui ne les utilisent pas avec des gens qui cherchent du parking. Est-ce qu'on n'est pas une interface pour le bailleur social entre lui et puis ses habitants pour faire remonter des demandes et puis entre les habitants eux-mêmes pour amener du lien social, de la convivialité. Et voilà. Et c'est de cette façon-là que l'entreprise a ouvert un champ des possibles et ensuite s'est positionnée en fonction de l'élan des dirigeants, de l'appétit des équipes et puis aussi de la marche à gravir d'une histoire à l'autre. Ce n'est pas la même marche à gravir et on regarde ça et ensuite on fait son choix. Donc voilà le conseil que j'aurais si jamais c'est bien lié à une thématique de se dire finalement on sent qu'on est un peu démuni sur le pas d'après. Ça peut être, l'histoire peut être une façon de remettre un peu du souffle et puis de vous raccrocher à vos valeurs en vous disant mais nous, surtout si vous avez des concurrents sur votre marché un peu actifs et un peu tendus, dire nous on n'est pas les mêmes. Nous on a une façon de faire et c'est celle-là et on va la mettre en œuvre et on va exprimer ce que ça veut dire, ces valeurs qui nous sont chères et ça va tout différencier. Et après tout le travail de savoir le mettre en scène pour le donner à vivre et le donner à voir. Dès lors que c'est incarné, n'ayez pas de complexe à mettre en scène, c'est essentiel. De la même manière qu'un individu peut avoir des blocages à travers des histoires qui se racontent et qui l'empêchent d'avancer et de se réinventer, est-ce que c'est la même chose pour les entreprises? Est-ce qu'il y a un parallèle? Alors, oui, elle est intéressante cette question. Et oui, il y a un parallèle. Et tout comme un individu, vous savez, en tant qu'individu, des fois on peut être bloqué aussi parce qu'on raconte des histoires à notre sujet. Vous savez, on nous a raconté qu'on est trop ceci, pas assez cela, etc. Et on peut finir par s'identifier à une identité qu'on raconte de nous. Et c'est la même chose avec les entreprises, parce que finalement, votre secteur d'activité, s'il est désirable, on raconte des super histoires à votre sujet. Voilà, par exemple, si vous êtes dans le secteur des énergies renouvelables, voilà, vous êtes vertueux, vous êtes un secteur d'activité où c'est bien d'être, voilà, vous êtes du bon côté. Par contre, si vous êtes dans le secteur de la plasturgie, par exemple, autant dans les années 70, il y avait une jolie histoire à votre sujet, parce que les années 70, le plastique, c'était fantastique quand même. Mais aujourd'hui, on est un petit peu plus critique à l'égard de cette histoire. Et elle peut vous tirer vers le bas, parce qu'on vous redit, non mais toi, t'es le plastique, les dérivés des hydrocarbures, la pollution, et regarde l'Afrique, tout ce qu'il y a partout, et voilà. Et voilà, il y a le poids de cette histoire-là. Donc, comment je suis en capacité, moi, de reprendre cette histoire pour justifier le fait qu'à un moment donné, j'ai fait du plastique, que je fais toujours de là du plastique, mais que je suis en train de réfléchir parce que je rends un service, c'est pas du plastique pour le plastique, je rends un service à ce moment-là, et peut-être que pour certains endroits, c'est encore le plastique qui est la meilleure solution, d'autres endroits, on réfléchit à d'autres composants, d'autres façons, d'autres solutions, parce qu'on est au service d'un quelque chose, il va falloir savoir se décoller. Et peut-être que le sujet du blocage, et là je réfléchis vraiment à haute voix parce qu'on ne me l'avait jamais posé comme ça, mais je vous remercie vraiment pour cette question, c'est une question de se décoller à un moment donné d'une identité. Tout comme l'extérieur nous plaque une identité, tout comme nous, quand nous faisons ce que nous faisons, à un moment donné nous croyons que nous sommes ce que nous faisons. Et cela nous empêche de pouvoir trouver notre histoire. Je reprends Encyclopédie Universaliste parce que je pense que tout le monde connaît cette entreprise-là. Elle n'a pas su opérer ces virages. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elle a perdu son histoire et elle a cru qu'elle était une fabricante, une imprimeuse d'encyclopédies. Et elle s'est concentrée là-dedans et elle s'est absolument bloquée là-dedans. Donc il y a vraiment toute cette question-là de retrouver, pour moi, la clé, elle est d'en retrouver un élan, quelque chose, un feu qui s'est allumé à un moment donné, qui a donné l'envie d'aller dans le monde et de faire quelque chose, parce que entreprendre, franchement, c'est pas rien, c'est une sacrée aventure. Il y a quelque chose, un niveau de nécessité intérieure qui vous met en mouvement. Ce niveau de nécessité intérieure qui vous met en mouvement, de réussir à le retrouver pour aller le redémêler et voir ce qu'il peut exprimer par rapport à votre contexte qui a peut-être changé. Si vous êtes dans la plasturgie, le monde a changé véritablement autour de vous. Et ben là, je pense que là, il y a vraiment une clé. On a pas mal de questions après autour des valeurs du coup de l'entreprise. Première question, que conseillez-vous pour démarrer l'écriture des valeurs ? Sous quelle forme ? Avec des ateliers par exemple, combien de temps faut-il ?
Donc c'est assez concret comme question. Ouais, c'est très... Alors le combien de temps, ça va être compliqué parce qu'évidemment il y a toujours les questions de dimension de l'entreprise, de nombre de collaborateurs, votre culture, etc. Mais on peut, peu importe, je peux vous donner quand même des éléments de structure. Parce que travailler sur ces valeurs, c'est un formidable projet d'entreprise. Parce que les valeurs, elles sont déjà là, elles sont vivantes. Et c'est très... ce que je peux recommander, c'est d'aller interroger vos collaborateurs et de leur demander, nous, c'est quoi? Et vous pouvez vraiment le faire en atelier. À quoi vous tenez ici? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et de laisser les choses s'exprimer comme elles vont s'exprimer. Hein. Je dis n'importe quoi, on est dans une PME, logé dans un territoire, je sais pas, au fin fond du Jura, on est sur des tailles, allez, une centaine de personnes, tout le monde connaît tout le monde finalement. Et puis, vous allez peut-être avoir, nous, ce qu'on aime bien, c'est que c'est comme une petite famille. Vous voyez, vous attrapez vraiment les choses comme elles viennent. On peut compter les uns sur les autres. Voilà. Tout ce qui va permettre d'exprimer votre façon d'être au monde. Et vous laissez tout ça, tout ce chatoiement vraiment s'exprimer. Et à partir de là, vous allez commencer à identifier, à catégoriser un petit peu tout ça. Tout ce qui raconte, on est une famille, on sait célébrer les anniversaires, célébrer les moments de la vie. Peut-être vous allez vous dire, nous on a une valeur, il y a quelque chose, peut-être que le mot c'est convivialité. C'est pas très grave le mot. Hein, le mot finalement, à un moment donné, vous allez vous mettre d'accord et vous dire tous ensemble ce que ça veut dire. Nous, quand on parle de convivialité, ça veut dire ça. Ça veut dire que le matin, on prend le café ensemble, qu'on se demande des nouvelles, qu'on a des temps de fête, etc. Et puis, vous allez peut-être avoir d'autres thèmes qui disent on a vraiment le souci du client, on est toujours présent, on se met en quatre et ça, on aime, on laisse jamais un client dans la panade. Exigence, peut-être que ça parle d'une exigence ou peut-être que ça parle excellence de la relation avec notre client. Vous voyez, vous allez faire émerger ces grands thèmes et puis vous allez ensemble ensuite vous dire si on devait en garder que 4, lesquels ce seraient, parce que peut-être que vous n'en aurez que 4 finalement quand vous rassemblerez tout ça, peut-être que vous en aurez 6, 8 et après vous pouvez vraiment jouer à les illustrer, à les mettre en scène, à les dessiner, à les faire illustrer, pourquoi pas par un artiste, les placer, enfin il y a toute une vie et tout un mouvement qui peut se créer autour de ça et ensuite tout ce travail de se dire ok. Et là, ça peut vraiment être un travail par équipe de travail, justement, de se dire, OK, on a ces 4 valeurs-là. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant concrètement pour nous ? Dans le cadre de nos relations entre nous, avec notre hiérarchie, avec nos clients, avec les candidats que nous recevons, les candidats que nous recevons et que nous refusons, avec nos partenaires, avec le territoire, avec le monde autour de nous quand on interagit et que finalement on est un petit peu tous des ambassadeurs de notre entreprise. Et de placer ça, de se dire concrètement ce que ça veut dire et ensuite d'avoir des points réguliers pour se dire est-ce que ça vit bien ? Et de vraiment tirer, c'est ça ce que je voulais dire par donner de la chair à ces valeurs et les développer. Voilà. J'espère vraiment que je réponds aux questions parce que c'est vrai que je n'ai pas votre visage en face de moi qui me dit si je suis dans les clous ou pas. Donc n'hésitez pas à demander plus de précision si c'est pas juste. Et du coup, un peu sous question induite, quelle solution pour retrouver les valeurs de l'entreprise dans le comportement des collaborateurs au quotidien? Donc là, j'imagine qu'une partie de la réponse était déjà de travailler ces valeurs en atelier avec les collaborateurs, mais peut-être finalement comment ça s'inscrit dans la durée, comment est-ce qu'on fait en sorte que les collaborateurs s'approprient les valeurs et que ça devienne naturel finalement? Et pour moi, il y a un élément très, très puissant parce que dans notre culture, n'existe finalement que ce qui est mesurable. Hein. On a un petit côté comme ça. Et c'est de rappeler dans la feuille de route des uns et des autres, et en particulier des managers, que les valeurs, il va falloir les produire. C'est-à-dire que si on a la valeur de la convivialité, il va falloir produire de la convivialité et on doit pouvoir observer une présence de la convivialité, peut-être une amélioration même, mais peut-être qu'à un moment donné, la convivialité telle qu'elle est, elle est au bon endroit, il faut juste la maintenir. Et ça peut être aussi régulièrement des petites études flash, très simples, avec, vous savez, 3 smileys, rouge, orange, vert, sur les valeurs. Comment les sentez-vous dans votre équipe? Ça peut être anonyme. Est-ce qu'on est dans les clous ou est-ce qu'on n'est pas dans les clous? Et ça, pour moi, c'est tellement essentiel parce que ces valeurs-là, ça raconte vraiment qui vous êtes. Donc c'est un élément en plus de ça, de confiance en l'entreprise en elle-même et de ciment des collaborateurs. Et en ce moment, sincèrement, on est dans une période qui est compliquée. C'est-à-dire qu'on a
tout le business habituel de chef d'entreprise à vivre, mais avec les aléas de crise sanitaire, est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas, j'en sais rien, les aléas climatiques qui quand même font que, par exemple, à Taïwan, il n'y a plus d'eau, donc on est en panne de semi-conducteurs, etc. Et qu'on voit bien que certains aléas climatiques font que il y a des sites qui sont à l'arrêt et que c'est compliqué, on peut plus, la logistique ne fonctionne pas comme on devrait. On a toute la tension et la pénurie sur les ressources. On va dans un monde qui se tend, qui se complexifie. Donc, pour pouvoir naviguer là-dedans, on va avoir besoin de ces cadres stables. Mais quand je dis cadre stable, c'est pas un cadre rigide. Vous voyez, c'est cet élément qui peut bouger finalement avec le monde. C'est-à-dire que on a notre histoire, le sens de ce qu'on fait. Voilà, c'est le cap. On va sur ce rivage à tel endroit. Comment ? En fonction des marées, des courants, du vent, on adaptera. Et on peut s'appuyer sur qui nous sommes, et cet endroit-là, c'est un endroit stable. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à entretenir dans le temps. C'est pas le projet d'entreprise qu'on lance, 6 mois après, on vérifie à peu près dans les clous, et puis 1 an après, on est déjà passé à autre chose. Non, ça fait partie pour moi du capital essentiel. Ça devrait être dans l'actif vraiment immatériel de l'entreprise. Oui, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, ça fait peut-être partie des entreprises à mission d'inscrire une raison d'être finalement pour vraiment en faire un projet d'entreprise à part entière. Est-ce que ces valeurs, au départ, si elles sont bien choisies, justement, comme vous le dites, elles peuvent résister à l'épreuve des crises ou est-ce que éventuellement ça nécessite de faire un réajustement pour pouvoir s'adapter ? Alors, plusieurs choses. D'abord, c'est vrai que entreprise à mission, on peut être une entreprise à mission sans avoir mis dans ses statuts entreprise à mission. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont de profonds entrepreneurs humanistes, qui ont le souci de leur territoire, qui ont le souci de leurs équipes, qui ont le souci de l'environnement, mais qui ne sont pas passés par cette case-là. Mais c'est vrai que cette case-là, elle permet de donner un signal fort à la société et elle permet de se rappeler et de ne pas oublier, parce qu'il y a quand même des organismes externes qui vont venir vérifier qu'on n'est pas justement dans le blabla. Donc je trouve que c'est un bon filet de sécurité. Les valeurs à l'épreuve de la société et de toutes ces fluctuations, tous ces mouvements, toutes ces crises, il y a plusieurs choses. C'est que des valeurs, il y a 1001 façons de les incarner et on peut à un moment donné les faire varier dans leur façon qu'on a de les exprimer. Par exemple, la convivialité, quand je pense à la convivialité, on se retrouve en crise sanitaire, on est tous chacun chez soi, on n'a plus que de la visioconférence, et puis du coup on convoque les visioconférences, pourquoi ? Pour les réunions, on devient très très performant. Le tunnel. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de notre convivialité ? Là, il faut être créatif, il faut être un petit peu innovant là-dessus, de se dire, ok, de quelle façon on va pouvoir venir loger au cœur de cette crise qui fait que nous ne pouvons pas être en présence les uns les autres et qu'à chaque fois on voit des morceaux de nous-mêmes, parce qu'on n'est plus que des têtes, pendant un temps limité. Comment on fait pour amener la convivialité à cet endroit-là ? Ça veut dire quoi, créer ces temps d'informel ? Est-ce qu'on est toujours en train de fêter les anniversaires ? Est-ce qu'on est en train de toujours... Voilà. C'est quoi les nouvelles formes ? Donc il y a quelque chose autour des nouvelles formes. Et il peut y avoir aussi, ça peut arriver d'une valeur qui est tellement intériorisée, tellement digérée, on est tellement devenu cette valeur-là, qu'on peut aller en chercher une autre à un moment donné, qui commence à se manifester et où on sent qu'on aurait besoin peut-être de la mettre en lumière. On peut enrichir et faire bouger un petit peu. Mais moi, dans mon expérience, en général, les valeurs qu'on a, c'est vraiment nos valeurs, elles ne bougent pas, sauf si à un moment donné, il y a la nécessité d'une grande mue et d'un profond changement d'identité, d'une réinitialisation. Et ça peut arriver, mais on est vraiment là dans des processus de métamorphose. Vraiment. La culture d'entreprise ressemble à une culture familiale. Est-ce que c'est une valeur à entretenir tout le temps ? Car la survie de l'entreprise dépend de son dynamisme, de sa présence et de l'écologie des valeurs. Alors, j'ai envie de dire oui. Et j'ai envie de dire ne pas s'enfermer
dans ce que pourrait vouloir dire culture familiale. Moi, j'aime bien qu'on aille chercher, parce qu'il y a plein d'entreprises qui disent culture familiale. Et dans certaines entreprises, derrière culture familiale, on va dire culture en fait très paternaliste. Voilà, le chef d'entreprise, vraiment un petit peu ce qu'on pouvait voir à l'ancienne, voilà, old school, mais dans un joli côté, hein, avec vraiment le souci du logement de ses collaborateurs, d'intégrer les enfants dans les stages, de presque côté familial. On a une école intégrée, enfin on est presque dans un microcosme. Donc il y a certaines entreprises pour qui culture familiale, ça veut dire ça. Alors que d'autres, ça veut vraiment dire le côté très convivial, justement, beaucoup de partage, il fait bon vivre, on sait se rassembler, on sait organiser des pique-niques, on sait se proposer des événements entre nous, et là on va à la pêche, on se retrouve à l'extérieur, on intègre les nouveaux. Donc il y a mille et une façons d'être une culture familiale. Et moi je trouve ça très très important d'aller chercher de quoi elle est faite. Et derrière, on peut mettre culture familiale parce que c'est le mot qui pour vous fait du sens, hein. Et c'est important ces mots-là. Mais attention, culture familiale chez vous n'est pas culture familiale chez le voisin. Donc prendre le temps quand même d'aller décortiquer et de vous dire c'est ça qui fait partie de notre succès. C'est ça, moi en tant que dirigeant, qui fait que j'ai le goût de venir tous les jours, qui fait que j'y crois, et qui fait que quand j'ai la journée noire, parce qu'on a des journées noires où on a la totale, la chaîne de production qui grippe, un des acteurs, des collaborateurs clés arrêt du travail parce qu'il a eu un accident, l'appel d'offres qui a à rendre là, et puis on a un souci sur le serveur, on n'arrive plus à accéder à certains documents, un problème chez un client qu'il va falloir aller résoudre tout de suite. Enfin, on a des journées comme ça. Et des fois, elles s'enchaînent et des fois, elles durent. Donc, on a besoin de souffle, hein. C'est pour ça que je parle de capital humain motivé et motivant. Donc, c'est important aussi de vous dire, moi, c'est là-dedans, c'est dans cet écosystème que je peux m'épanouir, que je peux me développer. Et du coup, j'ai besoin d'appeler à moi les hommes et les femmes pour qui cet écosystème-là est aussi un écosystème favorable à leur développement. Mais on va aller vraiment l'identifier un peu comme des naturalistes, hein. Ils regardent vraiment, telle plante, en fait, c'est pas juste, il lui faut un peu d'ombre et de lumière. C'est plutôt, je sais n'importe quoi, la forêt amazonienne qui lui réussit bien. Ah non, c'est pas ça, c'est telle quantité d'ombre, telle quantité de lumière, telle hygrométrie, tel insecte. Voilà. Et c'est exactement pareil avec votre culture, vraiment. Sachez la définir, sachez de quoi elle est faite, parce que c'est votre trésor. Pour moi, on est au cœur du moteur de l'entreprise. Alors, peut-être une dernière question avant de clôturer cette masterclass. Alors là, je pense que ça faisait plutôt référence au début de votre intervention. Ce que vous décrivez à travers l'histoire et le feu à retrouver, n'est-il pas du fait qu'on tombe dans la mécanique, les process, et on éteint le feu à travers tout ça? Vous avez parlé de la chair, les discussions qui se retrouvent étouffées dans la mécanique. C'est exactement ça. Moi, ce que je vois, c'est que petit à petit, les entreprises se confondent avec leurs fonctions. Je reprends cet exemple avec Encyclopédie Universalis. Finalement, c'est quoi sa mission? C'est de transmettre le savoir au monde. Et à un moment donné, elle est devenue imprimeuse d'encyclopédies. Et elle a cherché à perfectionner à l'infini un geste qu'elle aurait dû abandonner assez rapidement. Enfin, pas assez rapidement, mais en tout cas dans les années 97, largement, quand les CD-ROM sont arrivés. Et elle était dans l'obsession du papier le plus fin pour optimiser les coûts, pour optimiser en même temps la durabilité, parce qu'en encyclopédie, on l'a gardé pour la vie, tout ça. Et le feu s'est éteint. Un feu qui n'est pas nourri est un feu qui s'éteint. Et pour moi, la fonction du chef d'entreprise, c'est d'être le gardien du feu, hein. Cet élan-là, vous devez en être le gardien. Et moi, je vois beaucoup trop de chefs d'entreprise, mais c'est souvent lié à la taille, qui sont tout le temps alors au feu, mais pas celui-là, au feu de l'opérationnel, en permanence. Et on les sollicite sur absolument tout et n'importe quoi, alors que sont les gardiens de la vision, de pourquoi nous sommes ensemble, du cap que nous voulons atteindre, de qui nous sommes. Et ces éléments-là, ce fameux feu-là, c'est comment je l'entretiens. Et alors c'est très simple, hein, l'entretenir, ça veut dire lui dédier du temps, ça veut dire aller le retrouver, faire un point régulier à son sujet, peut-être même avoir au sein du comité de direction quelqu'un en charge vraiment de cette question-là, de la culture de l'entreprise, un certain nombre aussi de personnes au sein de l'entreprise
ambassadeurs qui apprécient ce sujet-là, qui vont le faire vivre. Enfin, ça demande des moyens. Sinon, il sera toujours en bas de votre liste. Personne ne viendra vous réclamer votre histoire. Mais par contre, le client, il viendra réclamer les pièces qu'il n'a pas reçues le jour J. Et puis l'État vous dire que vous devez mettre en place telle norme. Et puis voilà, ça hurlera. Ça, non. Donc c'est vraiment pour moi de votre responsabilité. Merci beaucoup Suzanne pour l'animation de cette masterclass. Merci à tous pour votre participation et pour vos questions très intéressantes dans le chat. Vous retrouverez du coup en replay cette masterclass sur YouTube et sur notre site BPI France Université. Passez une très bonne journée, un très bon big. Merci à tous. Au revoir et merci infiniment.